Bonjour à tous, ravi de vous retrouver sur Public Sénat pour suivre dans un instant l'audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes Publics, qui s'est exprimé hier devant les sénateurs de la Commission des Finances sur le projet de loi de budget et d'approbation des comptes pour 2017. Cela alors même que la Cour des comptes a remis un rapport dans lequel elle pointe du doigt le déficit très faiblement réduit pour 2017. Elle incombe très largement cette faute à la fin du quinquennat de François Hollande. À noter également que lors de cette audition, Gérald Darmanin a réaffirmé son désaccord avec Bruno Le Maire sur une possible baisse des aides sociales en cas de baisse du chômage. À noter que Agnès Buzyn, elle aussi, est sur la même ligne que le ministre de l'Action et des Comptes Publics et que Benjamin Griveaux a aujourd'hui appelé ses collègues du gouvernement à garder ces débats pour le Conseil des ministres. Tout de suite donc, retour à l'audition de Gérald Darmanin. Merci de me permettre de présenter devant vous la loi de règlement. Propos introductifs et bref, Monsieur le Président, si vous êtes d'accord, afin que je puisse répondre à un maximum de questions, bien sûr, et souligner que ce matin même, j'ai présenté la loi de règlement au Conseil des ministres et que c'est devant votre Chambre, en premier, que je présente cette loi de règlement qui a comme dernier acte, si j'ose dire, de copartage avec le gouvernement et la majorité précédente, même si celle-ci a été substantiellement modifiée, Cette loi de règlement, comme vous l'avez vous-même évoqué, on a un regret, tous collectif, que le Parlement ne s'y attarde pas davantage, malgré les propositions très importantes qu'a fait le Sénat et vous-même, ainsi que Monsieur le rapporteur général, malgré le semestre d'évaluation, auquel nous avons encore encouragé ce matin, le Premier ministre et moi-même, les membres du gouvernement, de répondre évidemment à toutes vos invitations et à toutes vos interrogations, et malgré le fait, effectivement, que nous n'y ayons pas mis les comptes sociaux, toutes finances publiques confondues, alors que nous raisonnons en administration publique. Et je voudrais ici souligner et en profiter pour dire à quel point le cadre de la révision constitutionnelle, parmi d'autres choses qui intéressent votre Chambre, il y a aussi la modification de la façon dont on fonctionne ou dont on pourrait fonctionner dans l'étude de nos textes financiers, particulièrement prendre plus de temps sur la loi de règlement, et particulièrement en intégrant les comptes sociaux. Je pense qu'on ne peut pas dire que les comptes sociaux sont responsables de la moitié de la dépense publique et ne pas s'attarder sur le constat effectué. Merci donc, Monsieur le Président. Quelques mots peut-être rapides pour vous dire que nous avons depuis longtemps parlé du budget 2017. Ça a commencé par le fait que votre Chambre a refusé de l'étudier, celui présenté par mon prédécesseur. Puis, je le rectifie tout de suite. Non, je voudrais juste le dire pour la clarté de nos débats. C'était vraiment catastrophique. Et puis je suis venu plusieurs fois devant votre commission. D'une part pour présenter le décret d'avance, pour vous dire que par ailleurs il n'y avait pas de collectif budgétaire, pour présenter 2 projets de loi de finances rectificatifs, et notamment celui de la fameuse taxe à 3%, qui a été copartagé avec Monsieur le ministre de l'Économie et des Finances, et puis enfin pour évoquer des textes que vous m'avez demandé de présenter devant vous, des situations devant vous. La loi de règlement est ainsi établie. Je crois que le document qui a été mis en place, si j'ose dire, par les services de la direction du budget et par l'intégralité des services de mon ministère montre qu'il est à la fois complet et je crois qu'il est le plus didactique et le plus efficace possible, indépendamment des questions que vous voudrez bien nous poser, mesdames et messieurs les sénateurs. Je voudrais aussi en remercier les services de Bercy. Vous dire que les résultats de la loi de règlement 2017 et les enseignements que le gouvernement entend en tirer sont nombreux. Vous allez entendre Monsieur le Premier Président de la Cour des comptes, si j'ai bien compris. Je me permettrai de donner un point de vue évidemment politique, celui du gouvernement, en étant le plus factuel possible et en constatant que le déficit budgétaire de l'État s'établit à 67,7 milliards d'euros, soit une amélioration d'1,4 milliard d'euros par rapport à 2016. Il s'agit là de son plus bas niveau depuis 2008. Et par rapport aux chiffres qui vous ont été présentés lors du second projet de loi de finances rectificatif, Monsieur le rapporteur général, cela correspond à une amélioration de plus de 6 milliards d'euros. Et je vous rappelle en effet que le texte présenté en novembre dernier, qui prévoyait déjà des corrections, prévoyait un déficit à hauteur de 14,1 milliards d'euros. C'est donc pour nous une très bonne nouvelle qui a été consacrée aujourd'hui, vous l'avez vu, par la Commission européenne, puisque pour la première fois depuis 10 ans, la France sort du process de déficit excessif, et je pense que c'est une très bonne nouvelle pour nous toutes et nous tous, niveau qu'elle n'avait pas atteint depuis 2007 et grosso modo la veille de la crise économique et financière.
Ce déficit public s'est réduit de 0,8 points de PIB pour atteindre 2,6%, après un constat de 3,4 en 2016 et de 3,4 par la Cour des comptes au moment où elle a rendu son rapport au lendemain des élections législatives, grâce notamment à un ajustement qu'on a pu mettre en place de la part du gouvernement de 0,5 points de PIB, quasiment 10 milliards d'euros, à la fois par des mesures de modération, voire d'annulation de dépenses. Ça a été le cas du décret d'avance que j'ai présenté devant votre commission et qui a fait couler beaucoup d'encre, et notamment parfois de la contestation, et puis aussi par la taxe à 3%. Sans ces 10 milliards de redressement, 5 milliards en dépenses, 5 milliards en fiscalité nouvelle exceptionnelle des entreprises, nous ne serions pas sous la barre des 3%, puisque nous serions à 2,6 plus 0,5, nous serons à 3,1. Et je pense que ça montre à quel point nous avons eu raison à la fois de recourir à ce projet de loi de finances rectificative. Je sais qu'il a été discuté dans votre Chambre de façon assez forte. Et nous avons eu raison de prendre le décret d'avance. Je suis témoin que ça a été parfois l'occasion de discussions politiques plus intenses. En tout cas, aujourd'hui, les efforts ont payé et nous sommes effectivement dans un processus de baisse important de notre déficit, même si nous sommes très loin de ce qu'il faudrait, c'est-à-dire un déficit zéro, puisque le bon déficit, c'est celui, surtout lorsqu'on est en période d'avance économique, en tout cas modérée peut-être, mais plus importante que les années précédentes. C'est dans ces moments-là qu'il faut faire le plus d'efforts structurels pour pouvoir être au rendez-vous lorsqu'il faudra faire éventuellement de la relance si un jour nous touchons, et ça risque d'arriver forcément un jour, une nouvelle crise économique, quels que soient les gouvernements. Alors comment en est-on arrivé là ? Les efforts en dépenses ont été importants. J'entends l'argument qui consiste à dire que le gouvernement n'a pas baissé les dépenses publiques en 2017. C'est un procès qui est un peu étonnant, sachant que comme on n'a pas fait de collectif budgétaire, il était assez difficile de faire une baisse de la dépense publique en 2017, sauf à faire un décret d'avance bien plus important que nous n'avons pu le faire. Je pense que s'il y a question autour de la dépense publique, il se fera autour du budget 2018. Et celui-ci traduit déjà la décélération très importante de la dépense publique, que nous y reviendrons. Donc, pour ce montant de 5 milliards d'euros, la Cour des comptes l'avait évoqué notamment dans son rapport, je n'y reviendrai pas. Les crédits reportés, je pense que c'est une question importante que les sénateurs aiment particulièrement poser, ils ont bien raison, ont été divisés par 2 par rapport à l'année dernière. Plus que 1,8 milliard de crédits reportés, monsieur le rapporteur général, contre 3,5, qui laisse une gestion la plus assainie possible par rapport aux 8 dernières années. Et nous sommes à la fois dans les reports de crédits et en même temps dans notre sincérisation du budget 2018, dans les clous, je l'espère, de ce que votre Chambre a longtemps demandé comme sincérité des textes proposés aux sénateurs et de manière générale aux parlementaires. Bien sûr, je ne reviendrai pas sur la mise de la surtaxe exceptionnelle, je l'ai évoqué. Puis, il est vrai, une dynamique des recettes plus importante qui retient la confiance économique retrouvée, notamment dans les 3 derniers mois de l'année dernière, sur l'impôt sur les sociétés et sur la TVA. Et nous avons donc, grâce aux prévisions prudentes du gouvernement et en évitant de recourir à la fiscalité, des prévisions de recettes qui ont été plus importantes que prévues. Et nous continuons à avoir, vous l'avez vu dans le budget 2018, des prévisions de croissance qui sont à la fois prudentes et responsables, ce qui nous permettra, j'en suis sûr, de continuer à baisser fortement notre déficit et à baisser notre dette dès cette année, avant peut-être d'en reprendre d'autres parties de dette. On aura cette discussion sans doute plus tard. Je sais que votre Chambre discute en ce moment de la situation ferroviaire de notre pays. La situation patrimoniale de l'État suffit à démontrer que le plus dur reste à venir, parce que je crois qu'il serait très difficile de créer cocorico au bout d'un an seulement d'action gouvernementale. Il faut améliorer nos comptes publics. Nous avons notamment des réformes importantes de baisse de la dépense publique que je présenterai dans le projet de loi de finances 2019, mais aussi de réforme de la dépense publique dans les comptes sociaux. Nous en rediscuterons si vous le souhaitez. L'État connaît une situation nette de moins de 1260 milliards d'euros. Nous ne pouvons pas comparer ce bilan de l'État à celui d'entreprises privées, mais nous savons que nous ne pouvons pas continuer à avoir une telle différence entre son actif et son passif, et nous devons absolument rétablir les comptes publics encore davantage que nous l'avons fait jusqu'à présent. Deuxièmement, son résultat patrimonial, c'est-à-dire la différence entre les produits et les charges, est déficitaire de 61 milliards d'euros. Les engagements hors bilan pour le 3e point de l'État, c'est-à-dire ceux qu'il peut être amené à honorer, s'élèvent à 2212 milliards d'euros. Il s'agit là essentiellement, vous le savez, des engagements vis-à-vis des fonctionnaires civils et militaires. Nous aurons l'occasion de rediscuter également, si vous le souhaitez, des provisions des contentieux juridiques sur lesquels votre commission s'est très souvent penchée. Et enfin, un encours de dette exact de 1710,7 milliards d'euros,
en augmentation de 63,9 milliards d'euros par rapport à 2016. C'est l'un des points noirs de cette loi de règlement, c'est la continuité de l'augmentation de la dette, augmentation que nous allons donc freiner cette année, et nous allons anticiper les prévisions de la loi de programmation des finances publiques, puisqu'il prévoyait un ressac de la dette à partir de 2020. Les chiffres plus optimistes de la croissance économique pourraient nous permettre de l'imaginer dès cette année, comme je vous l'ai évoqué. Voilà, Monsieur le rapporteur général, Monsieur le Président. Ces éléments sont de nature à convaincre que nous sommes sur le bon chemin, même si nous copartageons une année 2017 avec le gouvernement précédent, malgré les mesures de refroidissement. Et sans doute que le débat le plus important, d'abord parce que j'espère qu'il fera écho au changement constitutionnel et au changement d'habitude des assemblées pour passer plus de temps sur le constaté, sera aussi celui du budget 2018 que nous aurons exécuté intégralement, avec laquelle, je crois, nous aurons une discussion plus politique et plus conforme à l'engagement politique de la majorité parlementaire de l'Assemblée nationale qui a soutenu le budget que je vous ai présenté. Je vous remercie. Merci, Monsieur le Ministre. Je vais proposer au rapporteur général, Albéric de Montgolfier, peut-être de débuter les interventions et questionnements. Très bien, mais au nom de tous les collègues, je voudrais d'abord vous remercier, Monsieur le Ministre, de venir dès la présentation au Conseil des ministres de ce loi de règlement devant le Sénat, devant la Commission des finances. Nous sommes sensibles. Moi, j'ai d'abord peut-être deux questions que je qualifierais de plus techniques sur deux points particuliers, puis une question plus générale. Première question technique, vous y avez fait allusion rapidement, la fameuse contribution exceptionnelle à l'IS. Vous savez que je l'avais contesté, non pas sur le principe, mais sur le fait qu'on demandait sans doute un peu trop aux entreprises en remboursement et que finalement l'élasticité des recettes permettrait sans doute d'en demander un peu moins. Et j'ai l'impression d'avoir un peu raison puisque très concrètement le rendement a été quand même de 4,9 milliards supérieur à ce qui était initialement prévu. Je crois que c'était le gouvernement tablait sur 4,7 milliards. Donc est-ce que ça veut dire très simplement qu'il y a eu une accélération des recouvrements ou est-ce qu'il y a le rendement de ces taxes finalement était bien meilleur que prévu? Pouvez-vous nous éclairer sur ce point? Le deuxième sujet un peu technique porte sur un problème de comptabilisation des droits de mutation, des DMTO, des droits de mutation à titre onéreux, notamment une recette des collectivités, des départements. Je vous remercie de nous avoir adressé une lettre d'explication. J'ai l'impression qu'il y a eu un dysfonctionnement. Ça peut arriver, hein, l'erreur est humaine. Mais si vous pouvez nous expliquer un peu les raisons de ce dysfonctionnement et surtout les conséquences à la fois sur le budget de l'État, puisque ça fausse le solde budgétaire de l'État d'1,5 milliard, et ça l'améliorera l'année prochaine. En revanche, ça améliorera en 2018. Et est-ce que concrètement, ça induit des retards de versement au département? Donc, est-ce que c'est simplement un problème de comptabilisation ou est-ce que ça a des conséquences? Il y a 1 ou 2 ans, j'avais constaté dans le département que j'avais à l'époque l'honneur de présider qu'une recette ne venait pas, c'était la taxe d'aménagement, et j'ai constaté un gros dysfonctionnement à l'époque de centaines de millions d'euros de taxes d'aménagement qui étaient bloquées au niveau central. Donc, est-ce qu'il y a des conséquences? Parce que le courrier reste un peu muet sur cette question. Donc, si vous pouvez revenir sur ce dysfonctionnement concernant la comptabilisation des droits de mutation. Ma dernière question, je pense que les collègues y reviendront, elle est plus générale. Vous l'avez dit vous-même, je reprends deux propos. Dynamisme des recettes, ça, on peut s'en réjouir. Amélioration du solde, on peut s'en réjouir. Très concrètement, c'est clair. Mais vous l'avez dit vous-même, le plus dur reste à venir. C'est vos propos exacts. Et c'est vrai que l'amélioration du solde repose largement sur la spontanéité, sur le dynamisme des recettes. Alors, le plus dur reste à venir. Très concrètement, vous avez dit c'est la loi de finances. On a un petit peu de mal à voir quand sortira le chiffrage des économies. Je pense à Action publique 2022. Bon, nous, on l'attend. Voilà, on nous dit que ça sera annoncé en mars. Ça sera annoncé en avril. C'est toujours pas rendu public. Voilà, Action publique 2022 doit sortir des propositions, j'espère audacieuses. On en a nous-mêmes fait sur le temps de travail, sur la masse salariale, sur les relations État-collectivité locale, sur les doublons entre missions État-collectivité locale. Donc je sais qu'évidemment la dépense publique, la réduction de la dépense publique, c'est facile à annoncer, sans doute difficile à faire, mais on a un petit peu de mal à voir le moment où, notamment, Action publique 2022 sera annoncé, puisque aujourd'hui ça a pris un retard significatif. Donc est-ce que le PLF 2019 sera l'occasion, vous l'avez dit, d'infléchir significativement la croissance des dépenses de l'État?
Voilà, donc c'est un peu la question plus générale. Je suis d'accord avec vous que la responsabilité est partagée sur cet exercice 2017. Il n'y a pas eu de collectif budgétaire, donc on ne peut évidemment pas porter on a forcément un jugement qui sera assez nuancé là-dessus, mais le grand rendez-vous sera pour l'année prochaine. Et donc, si vous avez d'ores et déjà des éclairages, et notamment sur les annonces de Action publique 2022 et le calendrier de ces annonces. Merci, monsieur. Monsieur le ministre, pour répondre au rapporteur général. Merci, monsieur le rapporteur général. Vos trois questions sont claires, je vais essayer d'y répondre le plus clairement possible. Sur la surtaxe, effectivement, il y a un léger mieux de 200 millions de recettes par rapport à ce que prévu le gouvernement. Ce qui était compliqué à savoir, c'était comment ça allait être comptabilisé. Alors je vous rappelle d'ailleurs que c'était l'une des difficultés d'interprétation comptable, puisque la surtaxe a été prévue comme un PO obligatoire. Donc on a alourdi notre taux de prélèvement obligatoire à cause ou grâce à cette surtaxe, qui n'est pas illogique puisqu'il s'agit bien d'un impôt, et en même temps le remboursement aux entreprises, celles qui avaient gagné le contentieux, a été prévu non pas comme une baisse d'impôt, mais comme une augmentation de dépenses. Donc c'est une petite difficulté statistique qui explique en partie les mauvais chiffres, pas simplement des taux de PO et des taux de dépenses publiques. Une fois qu'on a passé cet aspect de comptabilité, ce qui était sûr, c'est que nous avons dit que cela devait permettre de tenir un chiffre de déficit qui correspondait à celui que nous avons prévu. On avait une question autour de 0,2, de point de déficit autour de cette question de surtaxe, de même que nous avions une question autour d'Areva. Vous avez vu que par deux fois le comptable public européen et national nous a donné raison. Et vous avez raison de dire qu'il y a eu un léger mieux de 200 millions. Ça dépendait quand même beaucoup de la façon dont les entreprises, allaient être remboursées, et nous allions toucher cet impôt. Donc il était difficile de le piloter à l'exactitude près. Enfin, j'entends quand même, monsieur le rapporteur général, que 4,7, 4,9, je comprends que ce n'est pas tout à fait ce qu'a évoqué monsieur le ministre de l'économie et des finances devant vous, mais enfin on n'est pas très très loin de la balle, si vous me permettez cette expression. Donc oui, ce rendement de taxe a été légèrement supérieur à ce que nous attendions dans le budget, mais ce n'est pas ceci qui explique sans doute les bons chiffres du déficit, puisque pour faire 0,1, il faut 2,2 milliards à peu près. Sur les DMTO, oui, c'est une erreur de l'administration. Je vous l'ai moi-même écrit dès que je l'ai su. J'ai écrit en premier à la Cour des comptes, pour être extrêmement clair, qu'il y a d'ailleurs rien à redire sur la rectification qu'on a pu faire. Il s'agit de droits d'encaissement DMTO, dont 80% sont touchés par les collectivités locales, qui ont été bloqués sur les comptes, donc ils ont bien été récupérés. Effectivement, ils n'ont pas été, si j'ose dire, jusqu'au bout redistribués. Donc j'ai moi-même écrit au président des départements de France, à tous les présidents de département, un par un. Il s'agit sur 355 millions d'euros de droits de mutation, 155 millions concernent les départements. Ils ont tous connu ce remboursement, cette lettre. Donc c'est déjà le cas maintenant au moment où nous parlons. Sur le 11,5 milliards que touche le droit de mutation des départements, ça ne compte que 150 millions. Donc ce sont des choses qui sont on va dire, relativement minimes sur le montant global des droits de mutation. Mais enfin, c'est une erreur de l'administration fiscale, en tout cas de moment de comptabilité de la Direction générale des finances publiques, qui vient d'un nouveau logiciel de comptabilité. Je vous avoue que je me suis moi-même intéressé à cette question un peu embêtante, il faut bien le dire, pendant 3 mois. Les départements auraient eu à avoir ce droit de mutation, ils les ont eu. Ils ont eu une lettre de ma part, Monsieur le Président. D'ailleurs, je suis tout à fait fondé, si vous le souhaitez, à vous donner l'intégralité des droits de mutation pour tous les départements, avec un petit tableau rectificatif pour chacun d'entre eux. Ce ne sont pas des sommes très importantes, mais c'est le juste impôt que doivent toucher les départements. Et ainsi, ça n'a pas changé grandement le sol, puisque je vous rappelle qu'on est à 16%, un peu plus de 16%, 16,6% d'augmentation des droits de mutation en 2017. Scandaleux d'augmenter le taux. Pardon ? Scandalisé à l'idée qu'on augmente le taux. Je pense qu'on fera ce débat à un autre moment. Et surtout donc ça améliore facialement le déficit d'un 5 en 2018. Et donc ça améliore légèrement le déficit, effectivement, en 2018. On a essayé auprès de la Cour des comptes, pour tout vous dire, d'essayer de rattraper pour l'année 2017. Voilà, cela n'a pas été autorisé. On aurait pu imaginer de modifier ainsi la loi de règlement. On a fait les choses les plus clairement possibles. Ça nous aurait bien aidé de le faire, d'ailleurs encore un peu plus l'année dernière. Mais enfin, on a essayé d'être le plus transparent avec vos commissions et avec la Cour des comptes, ce qu'elle a d'ailleurs noté. Vous l'avez noté, je vous en remercie. Sur la baisse de la dépense publique, là, vous nous parlez en 2018 et consorts. Moi, j'entends ce que vous dites. Action publique 2022 n'est pas seulement ou n'est pas a priori une économie budgétaire caractérisée. C'est avant tout une transformation des services publics. J'ai eu l'occasion de dire qu'indépendamment d'Action publique 2022, le gouvernement avait déjà fait dans le budget 2018 de grandes réformes que d'ailleurs le Sénat, dans sa pluralité, a très peu soutenu. La fin des contrats aidés pour 1,5 milliard. La réforme du logement pour 1,5 milliard également, ça c'était pour l'année 2018. Nous avons prévu des réformes
très importante de baisse de dépenses publiques, qui sont aussi des réformes de transformation, la continuité sur le logement, la contemporanéité de du versement des allocations, c'est pour à peu près 1 milliard, vous le savez, c'est dans la trajectoire que nous avons présentée, la réforme est en train d'être faite. J'ai annoncé ce matin que dans un moment de reprise économique, les questions des aides aux entreprises, au moment où nous baissons leur fiscalité, est à repenser. Sur 140 milliards d'aides aux entreprises, le gouvernement compte faire jusqu'à 5 milliards de baisse de dépenses publiques d'aide aux entreprises. C'est quand même 0,3 quasiment point de richesse nationale. Ce n'est pas si facile à faire que ça, et nous le ferons, et notamment dès le projet de loi de finances 2019. C'est notamment le cas sur l'audiovisuel public. Je vous rappelle que l'audiovisuel public, c'est 4 milliards de dépenses publiques, alors France Télévisions, mais pas que, également Radio France, enfin l'intégralité de l'audiovisuel public. C'est 1 milliard de supérieur quasiment au budget de la culture. Je sais que vous vous intéressez aux questions de patrimoine. Donc sans dévoiler la réforme que dévoilera Madame la Ministre de la Culture et de la Communication, c'est une piste aussi de transformation importante. Et puis d'autres sujets, mais je ne vais pas dévoiler tous les arbitrages budgétaires du projet de loi de finances de 2019. Mais évidemment, ils seront au rendez-vous, n'ayez crainte, Monsieur le rapporteur général. En ce qui concerne l'Action publique 2022, ce qui est, me semble-t-il, à peu près assuré, c'est qu'avant que vous ne partiez en vacances et avant que je ne puisse vous suivre, nous soyons tous informés. Voilà. Mais comme je ne suis pas Premier ministre, je ne me permettrai pas de divulguer ni le contenu ni la date. Ça sera avant l'été. Ce sera, je pense, me semble-t-il, avant même l'été administratif. Voilà. Parfait, merci pour ces échanges. J'ai d'ores et déjà 6 collègues inscrits et je pense qu'il risque d'y en avoir quelques autres. Je passe donc sans plus attendre la parole à Dominique Delège qui sera suivi de Michel Canvette. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, 850 millions de CP ont été annulés à l'été 2017. Ça ne s'est pas traduit par une annulation de programme, mais la Cour des comptes précise que cette annulation a un effet multiplicateur pour 30 millions d'euros de CP annulés, c'est 300 millions d'euros de commandes qui ont dû être reportés. Et des besoins prioritaires n'ont pas pu être satisfaits. Aussi, ma question est la suivante. Pouvez-vous nous assurer que cette décision prise en 2017 n'aura pas d'impact sur l'exécution de la LPM dont nous débattons actuellement dans l'hémicycle? Merci. Merci Dominique. Michel Canvette, puis Éric Bocquet. Merci Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues. Effectivement, on peut se réjouir que finalement la situation soit bien meilleure que celle qui était prévue, malgré l'héritage qui était quand même problématique, avec à la fois des dépenses supplémentaires engagées durant le premier semestre et puis manifestement, comme la Cour des comptes l'avait rappelé, des sous-budgétisations assez significatives. Donc on arrive à une amélioration du solde dont on peut se féliciter. Moi je crois néanmoins que l'amélioration du solde effectif, et on peut se réjouir aussi de sortir de la procédure de déficit excessif, est malgré tout dû pour l'essentiel à la situation des collectivités locales et à l'amélioration des comptes des collectivités locales qui jouent sur le déficit et qui permet de réduire très significativement ce taux. Est-ce que vous pouvez confirmer effectivement que cela est le cas, Monsieur le Ministre? Concernant la taxe sur l'impôt sur les sociétés, la taxe exceptionnelle, donc la reprise des dividendes, donc une partie améliorée d'ailleurs a été encaissée en 2017. Est-ce qu'il reste encore à encaisser en 2018 sur la surtaxe qu'on avait instituée pour couvrir les dépenses? Et est-ce qu'on connaît les engagements qui restent à régler pour cette surtaxe qui fut annulée sur les dividendes, la surtaxe de 3%? Est-ce qu'on connaît le niveau de sommes à payer? Voilà. Et puis un dernier point sur le commerce extérieur. Malgré tout, la situation économique, malgré une embellie économique, la situation du commerce extérieur reste relativement préoccupante et je crois que c'est un sujet sur lequel il faudra que l'on puisse travailler pour voir comment améliorer ce déficit du commerce extérieur. Je crois qu'en particulier
les entreprises françaises ne sont pas toujours compétitives à l'international. Donc il faut aussi que l'on puisse poursuivre un travail sur la baisse des charges sociales tendant à les rendre un peu plus compétitives et tendant ainsi à permettre à notre déficit de la balance commerciale de se réduire et, si possible, comme en Allemagne, de devenir positive. Merci, cher Michel. Éric Bocquet, puis Vincent Delahaye. Oui, merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, deux questions assez courtes. La première porte sur la dette. Je crois savoir que depuis quelques années, il est possible d'emprunter à des taux négatifs. Je crois que c'était vrai en 2015, 2016, 2017. Je crois que c'est encore vrai aujourd'hui. Enfin, vous me confirmerez ou infirmerez. Ce qui fait qu'en s'endettant, on gagne de l'argent. Bizarrement. Hein? Faire de la dette, ça génère de la recette. Et j'ai vu dans un papier récent, ben oui, ça s'appelle les primes d'émission. Quand on rembourse à des taux inférieurs au contrat initial, on perçoit des primes d'émission. Et en 2016, j'ai vu un papier qui parlait d'un montant quand même de plusieurs milliards. On parlait de 73 milliards d'euros. Vous confirmerez si voilà, récolté sous forme de primes d'émission, ça s'appelle ainsi. À l'époque, 52 milliards auraient été mis de côté pour être gérés dans les années suivantes. Alors, est-ce que ça a été le cas pour l'exercice 2017 ? Est-ce qu'il y a eu des primes d'émission ? Si oui, pour quel montant ? Et quelle destination est prévue pour l'utilisation de ces montants qui se chiffrent encore une fois à plusieurs dizaines de milliards d'euros dans certains cas, certaines années. Deuxième question sur ce qu'on appelait le service de traitement des déclarations rectificatives, une espèce de cellule de dégrisement fiscal, fermée au 31 décembre, mais je vois dans votre document, page 21, que le service a été fermé comme prévu, mais qu'il reste encore des dossiers à traiter en stock. Est-ce que vous pourriez nous indiquer pour quel montant, quel enjeu financier et quelle issue pourra être apportée à ces dossiers ? Merci, Monsieur le Ministre. Merci Éric Bocquet. Vincent Delahaye et puis Philippe Dallier. Oui, Monsieur le Ministre, je n'ai pas pu assister à votre propos liminaire, donc j'en suis désolé. Je ne sais pas si vous avez abordé, mais c'est vrai qu'on a une amélioration des comptes, tant mieux, avec des produits exceptionnels un petit peu et quand même une augmentation du taux de prélèvement obligatoire. Alors, je sais que dans cette augmentation de taux de prélèvement obligatoire, il y a la situation particulière de la taxe sur les dividendes, et en tout cas de la taxation d'IS exceptionnelle et le remboursement, la taxe sur les dividendes, qui intervient en dépenses et pas en moins dans les recettes, ce qui serait assez logique. Alors, est-ce que vous avez calculé l'impact que ça avait à la fois sur le niveau des dépenses et sur le niveau des recettes ? Ça m'intéresse. La deuxième chose qui m'intéresse particulièrement, c'est les restes à payer, les charges à payer. Parce que quand on arrête des comptes d'une année, c'est intéressant de voir le respect de la séparation des exercices et de leur attachement des charges au bon exercice. Alors, je constate, et je vous remercie, dans le document, ça a été abordé, ce n'était pas toujours le cas les années précédentes, c'était quelque chose qui était plutôt secret. Là, on sent qu'il y a plus de transparence, tant mieux. Dans cette transparence, on s'aperçoit qu'en 2016, on était au plafond avec 15 milliards quand même de charges reportées sur l'année suivante, qui auraient dû normalement être affectées à 2016. C'était en augmentation de 4 milliards par rapport à 2015, donc c'était quand même pas négligeable sur le déficit. Et là, vous avez baissé un petit peu de 600 millions. Alors, on peut dire qu'il y a un petit effort de fait. Est-ce que votre volonté, c'est quand même de faire beaucoup plus d'efforts dans l'avenir, sachant que normalement, les charges à payer devraient être à zéro ? Merci Vincent Delahaye, Philippe Dallier, puis merci, Monsieur le Président. Pour que le ministre réponde à ses premières questions. Philippe. Monsieur le ministre, je vais vous parler logement. Revenir d'abord sur les APL et la polémique de l'été 2017 que tout le monde a en tête, les fameuses 5 € de moins pour tous. Bon, aujourd'hui, on a l'arrêté des compteurs. En fait, l'enjeu était de 124 millions d'euros, puisque les 5 € pour tous ont rapporté 79 millions d'euros et que vous avez rajouté en fin d'année 45 millions d'euros au total. Et quand on s'aperçoit que sur la mission en exécution, il reste 203 millions d'euros qui n'ont pas été consommés, on peut se demander si le jeu valait bien la chandelle. Alors je me souviens, Monsieur le Ministre, que le Président de la République avait fini par considérer que c'était une mesure imbécile.
J'ai entendu Julien de Normandie nous dire il y a peu de temps, ou en tous les cas à la radio ou à la télé, je ne sais plus, que c'était une très mauvaise idée. Bon, ceci dit, en année pleine, elle rapporte pas loin de 500 millions d'euros. Donc, qu'est-ce que compte faire le gouvernement? Alors, vous nous avez dit que, concernant l'APL, il y aurait de nouvelles annonces sur 2018, avec notamment la contemporanéité de la prise en compte des revenus, ce qui va effectivement vous faire gagner 1 milliard, mais le jour où la situation se redégraderait, on prendra plus vite en considération la baisse des revenus des allocataires. Bon, tout ça, sur le coup, vous aurez 1 milliard, mais dans le temps, est-ce que c'est pérenne? C'est pas certain. Enfin, ceci étant dit, sur l'APL, voilà, on peut solder cette polémique. Je pense que le jeu n'en valait pas la chandelle, mais alors cette mesure à 5 euros, vous la gardez pas? Qu'est-ce que vous en faites? Voilà mes questions. Sur les aides à la pierre. Et là, j'allais dire, le sujet est plus inquiétant. Après votre arrivée au gouvernement, vous avez sucré dans les aides à la pierre. Alors effectivement, le budget 2017, budget électoral, tout d'un coup, on avait vu ressurgir 200 millions d'euros de crédit sur les aides à la pierre, après une période où elles avaient constamment eu tendance à diminuer, et vous les avez réduites drastiquement. Les conséquences, elles sont là. L'objectif de financement en logement social était de 142 000. On en aura financé 113 000. Alors qu'en 2016, on en avait financé 126 000. Alors, est-ce que vous faites un lien direct entre la réduction de ces aides à la pierre et la baisse des logements financés? Je ne reviendrai pas sur ce que nous avons voté lors de la loi de finances pour 2018, mais là aussi, je pense que lorsque nous aurons les chiffres en matière de construction de logements sociaux, je pense que certains déchanteront peut-être. Un mot sur l'hébergement d'urgence. 2016 avait été une année où un début de rebasage a commencé à être effectué, mais on savait, je l'avais dit dans mon rapport à l'époque, que tout ça serait relativement loin des besoins. Ça s'est confirmé. Vous avez fait un effort supplémentaire pour 2018, que j'ai également salué à l'automne dernier. La question, c'est est-ce que vous pouvez nous dire, puisque nous sommes à peu près à mi-parcours, comment vous envisagez qu'on termine l'année? Il ne me semble pas que la conjoncture en matière d'hébergement d'urgence se soit améliorée. Les problèmes à Paris ne sont pas réglés. Déclarations du ministre de l'Intérieur n'ont pas manqué de me surprendre sur ce qu'il attendait de Madame le maire de Paris pour régler les problèmes. Enfin bon, comment est-ce que nous terminerons l'année? Est-ce que vous pouvez nous en dire deux mots, Monsieur le ministre? Merci. Monsieur le ministre, nous écoutons vos réponses. Oui, merci Monsieur le Président. Sur la question de la loi de programmation militaire, justement, je pense que c'est vraiment un sujet sur lequel on peut s'accorder sur le fait que le gouvernement a eu raison l'été dernier de ne pas dégeler les crédits, de ne pas répondre à des injonctions contradictoires, quitte à connaître une difficulté forte, d'ailleurs devant votre Chambre, j'y ai répondu moi-même, parfois devant des discussions médiatiques qu'on ne se rappellerait peut-être tous désormais un peu moins, puisque nous avons dégelé l'intégralité des crédits, des 700 millions d'euros de crédits militaires, ce que les gouvernements ne faisaient pas auparavant. Alors on l'a certes dégelé les 15 derniers jours du mois de décembre, mais on les a dégelés, ce qui a permis au ministère des Armées de faire face à ces engagements. Et nous avons divisé par 2, monsieur le sénateur, ce qui n'est pas arrivé depuis très longtemps, le report de charge du ministère de l'Armée. Et je crois que vous avez désormais une discussion de notre programmation militaire qui est fondée sur des chiffres sincères, même si on peut continuer à diminuer ce report de charge, même si on continuera évidemment, parce que c'est des montants très importants que ceux des crédits militaires, mais nous avons divisé par 3 quasiment le gel des crédits, puisqu'on est à 3%, ce qui était le 8% sous le gouvernement précédent. Nous avons sincérisé, parmi tous les budgets de sincérisation, celui notamment des armées, qui était objectivement fondé sur des reports de charges très élevés et sur des crédits qu'on ne dégelait pas ou sur lesquels on faisait parfois courir l'inaction d'autres crédits de l'État. Donc je ne peux que vous rassurer en vous disant par avance que j'ai pris devant votre commission des engagements l'année dernière qui consistaient à baisser le gel des crédits et je suis assez heureux de vous dire que nous sommes désormais au mois de mai, l'été arrive, monsieur le rapporteur général, je n'ai pour l'instant dégelé aucun crédit d'aucun ministère. Sous le gouvernement précédent, il y a eu parfois des dégels de crédits la première semaine de janvier. Donc on gelait 8 à 9% des crédits, ce qui rendait à mon avis assez hystérique les responsables de gestion, d'administration. Ça rendait insincère, me semble-t-il en partie, en tout cas dans la discussion, le rapport que le gouvernement a avec les chambres et particulièrement avec l'opposition. Et en plus, on dégelait des crédits
dès le mois de janvier, parfois même la première semaine de janvier. Donc c'est objectivement, indépendamment de ce qu'on pense du budget de la nation et la façon dont le gouvernement oriente les crédits, pas une façon très sincère d'organiser les choses. Donc nous n'avons rien dégelé. Ce qui garantit, me semble-t-il aussi, au ministère des Armées une éventuelle avantage interministériel, si jamais il devait y avoir à faire face à des difficultés plus fortes, mais en même temps nous considérons qu'il faut sincériser les opérations extérieures, c'est pour ça qu'on a monté dans la LPM ces montants de 200 millions par 200 millions, qui fait qu'à la fin du quinquennat, normalement, nous aurons réglé aussi cette question de taxation interministérielle à intervention militaire constante, ce qui ne peut être engagé par personne évidemment, et nous avons divisé par 2 les reports de charges, il n'y a aucune raison, sauf si les collègues de Madame la ministre des Armées, mais je veille au grain, ne dépensent cet argent impunément, que nous ne déjugeons pas non plus les crédits, mais nous garderons ces crédits jusqu'à la fin pour pouvoir répondre aux interrogations de la nation d'un point de vue budgétaire. Donc je crois que vous discutez en ce moment d'une loi de programmation militaire qui est fondée sur la sincérité des crédits. Et il viendra ensuite, et sans doute ce que vous avez aujourd'hui, des discussions plus politiques sur l'utilisation de ces crédits. Et je pense que c'est une grande différence avec la situation que j'ai trouvée quand je suis arrivé l'été dernier et des difficultés très fortes qu'on pouvait avoir, notamment avec ceux qui représentaient les militaires, à juste titre, mais qui méritait sans doute le travail que nous avons pu faire, qui n'a pas été facile, mais qui au moins le mérite de faire une LPM sincère. Sur la question des collectivités locales, il est vrai que, notamment dans les 8 ou 9 dernières années, particulièrement sous le quinquennat précédent, ce sont les collectivités locales qui ont participé à la maîtrise de nos comptes publics, même si les chiffres n'ont pas été bons pour plein de raisons, et notamment par le fait qu'une crise économique était là, et qu'il y a dû avoir des plans de relance, et qu'il y a dû avoir sans doute des situations dans lesquelles je ne me suis pas trouvé, donc je ne me permettrai pas de porter des jugements. Mais c'est sûr que les collectivités locales ont plus contribué que l'État, c'est une certitude, et donc à ce titre, ils ont plus contribué à la maîtrise des dépenses publiques. Alors, sur ce point, ce ne sont pas les collectivités locales qui, on pourrait le dire, sauf à constater l'année 2017, où vous vous rappelez que M. le Président Hollande avait été à la dernière année au Congrès des maires de France pour expliquer qu'il ferait que finalement moins que ce qu'il avait prévu de faire en baisse de dotation, mais qu'il avait quand même fait des baisses de dotation en 2017. Bien sûr qu'on peut considérer que ces baisses de dotation ont contribué à adopter le budget tel que nous l'avons vu en 2017, mais je vous rappelle que la Cour des comptes, vous allez auditionner M. Migaud dans 15 jours, a vu, au moment où il m'a rendu son rapport, ainsi qu'au Premier ministre, un déficit à 3,4% au moment où nous sommes arrivés aux responsabilités. Pour passer de 3,4 à 2,6, on peut décortiquer finalement ce qui revient finalement de la confiance retrouvée et de l'accélération des recettes fiscales, ce qui revient de la fiscalité exceptionnelle qu'on a mis en place, la taxe à 3%, et ce qui revient des économies. Une fois encore, c'est très intéressant cette règlement parce que nous discutons sur la vérité des prix. 3,4 en mois de juin dernier, sachant que 0,1 c'est 2 milliards à peu près. Nous avons fait à peu près 5 milliards, soit d'annulation de crédit, ça a été rappelé, soit de modération de la dépense. On a longtemps expliqué de ce décret d'avance. J'ai pris d'ailleurs un engagement devant vous de parvenir devant vous avec un décret d'avance. Pour l'instant, je tiendrai ma promesse. Je ne sais pas ce que j'ai parlé exactement avec le rapporteur général et le président, mais je souhaite que le système des décrets d'avance, on peut imaginer des choses infinitésimales, mais à ce montant de discussion, même si ça passe devant vos commissions, n'est pas une bonne façon de régler le budget de l'État. Il faut qu'on en discute bien en amont et de manière beaucoup plus éclairée. Nous avons donc fait sur ce décret d'avance 5 milliards, à peu près 0,2, 0,3 d'efforts de dépenses. Nous avons fait entre 0,2 et 0,3, donc ça fait 0,5 en tout, pour la surtaxe que combattait M. le rapporteur général, avec des arguments qui peuvent s'entendre, j'y reviendrai après, mais nous l'avons fait. Donc nous avons amélioré le solde de 0,5. Il y a ce qui dépend de nous pour être stoïcien de 0,5, et il y a ce qui ne dépend pas de nous, qui est grosso modo les recettes nouvelles, de 0,3, 0,4. Nous serions aujourd'hui à 3%, et vos questions ne seraient pas sur la sortie du déficit, mais sur pourquoi on n'y est pas sorti, si on n'avait pas pris ces mesures de redressement de dépenses et si on n'avait pas fait cette surtaxe. Donc oui, les collectivités locales y ont contribué dans le budget 2017, mais non, on ne peut pas dire que ce soit ça qui fasse passer à 2,6 ou à moins de 3 en tout cas. Voilà. Sachant que nous avons des incertitudes comptables à REVA. Je vous rappelle qu'on a dû mettre l'argent qui avait été prévu mais qui avait été oublié d'être mis dans le budget, et puis la surtaxe qu'on évoquait ici, ce qui me permet de répondre à la question de notre collègue, votre collègue sénateur par exemple, sur l'imputabilité comptable des prélèvements obligatoires. Donc on a eu quand même 2 mauvaises nouvelles comptables, mais on les prend comme un joueur prend ce que décide l'arbitre. D'abord la redevance télévisuelle, qui a longtemps été considérée comme une redevance, a été considérée par l'INSEE comme un prélèvement obligatoire, sans que rien ne soit changé dans le paiement de l'impôt. Donc ça, c'est 0,2 de PO en plus.
Et effectivement, vous avez raison de dire que la surtaxe a été considérée comme un prélèvement obligatoire, 0,2 également, donc ça fait 0,4 d'augmentation de prélèvement obligatoire, quasiment 9 milliards d'euros. Et le remboursement, je répondrai à la question ensuite du montant de ce remboursement, le remboursement de ce contentieux de 3%, il a été compté non pas en baisse de PO, mais en dépenses publiques. Bon, alors tout ça est un peu difficile à expliquer, c'est facile d'en faire des unes de journaux. Sans doute, les impôts sont trop élevés en France, c'est une évidence. De même que le taux de prélèvement obligatoire, c'est aussi la masse fiscale qui est élevée. Donc plus vous avez de recettes fiscales, plus ce taux de PO augmente. Donc nous avons joué aussi de malchance. Mais voilà, pour ces deux mauvaises nouvelles statistiques, dans lesquelles le gouvernement, objectivement, n'y peut pas grand-chose, c'était 0,4 PO supplémentaires. Nous l'avons pris et nous partons avec ce montant de prélèvement obligatoire en plus, sans que les impôts des Français ne soient pas augmentés. Ce qui me permet de dire qu'il reste 5 milliards à rembourser aux entreprises après le 1er janvier pour le contentieux et 600 à 700 millions d'euros, je n'ai pas le chiffre exact, mais je pourrais le préciser à votre commission, à encaisser sur le montant de la surtaxe du PLFR de la dernière fois. Monsieur Bocquet, alors il a un raisonnement étonnant, Monsieur Bocquet. En gros, plus on fait de la dette, plus on fait des recettes. C'est vrai. Le droit du monde, hein. Ça s'appelle les primes d'émission. Mais je vais en parler dans quelques instants, Monsieur Bocquet, mais ça c'est vraiment quelque chose qui à mon avis, est très mortifère pour la discussion politique et budgétaire. Et puis j'ai coutume à dire, mais vous connaissez ma facétie nordiste, à Monsieur Bocquet, Alain et à Fabien Roussel, que les solutions communistes en matière budgétaire fonctionnent, mais qu'une seule fois. Et donc on risque d'avoir des raisonnements un peu particuliers avec les vôtres, d'autant que quand même, en la loi de règlement, monsieur le sénateur, on constate que le deuxième budget de l'État, c'est celui du remboursement de notre dette par ses intérêts. Et donc vous devriez les premiers, à mon avis, vu votre discours politique, à vous élever contre l'argent qu'on donne à ceux qui nous prêtent, dont 2 tiers ne sont par ailleurs pas de nos compatriotes, puisqu'on est autour de 43 milliards, me semble-t-il. Aujourd'hui, on emprunte parfois encore à des taux négatifs, vous n'avez pas tout à fait tort de le dire. Il apparaît assez évident que ce ne sera pas le cas à la fin de l'année, puisque peu à peu les choses changent. Nous avons une nouvelle nomination bientôt à la Banque Centrale Européenne. Pourquoi la Banque Centrale Européenne avait cette politique? C'est notamment pour aider des pays comme le nôtre, mais pas que le nôtre, à pouvoir se sortir des difficultés financières et économiques qu'il avait. Mais là, tout le monde remonte et on est encore dernier du peloton. Donc je pense que ça, c'est vraiment important qu'on puisse rentrer dans le chemin du redressement des comptes publics pour éviter d'avoir une politique monétaire européenne qui va subir, que nous allons subir sur notre dette et donc sur les intérêts et donc sur notre emprunt. Parce que sinon on risque d'être assez vite asphyxié, me semble-t-il. Et aujourd'hui, on a fait 10,7 milliards de primes d'émission, donc c'est autant de dettes en moins. Mais je crois vraiment que nous avons tous intérêt à ne pas rentrer dans une espèce de morphine qui consisterait à dire que plus on emprunte, plus on s'enrichit, parce que je crois que chacun voit qu'au bout d'un moment, cette réalité budgétaire et comptable risque de nous rattraper assez vite. Je vous réponds aussi sur la fermeture je m'y ai été engagé, hein, monsieur le sénateur, du STDR, ce que mon prédécesseur avait fait au lendemain de l'élection de François Hollande, qui était à mon avis une bonne chose, de permettre d'ouvrir un bureau de régularisation pour les particuliers. Ça durait 4 ans, 4 ans et demi, je pense que c'était temps de le fermer, parce qu'un bureau exceptionnel qui dure de très nombreuses années, c'est plus un bureau exceptionnel. Je ne connais pas le montant exact des dossiers encore à traiter, mais je pourrais vous le communiquer voilà, très sincèrement. Je ne sais pas quelle suite à donner, puisque le ministre des Comptes publics n'intervenant pas dans les dossiers fiscaux particuliers, puisqu'il n'y a plus de cellule fiscale à Bercy, ce serait bien difficile de vous le dire. Mais je veux bien, si vous le souhaitez, vous écrire, ainsi que monsieur le président de la commission, monsieur le rapporteur général, pour vous donner le nombre de dossiers qu'il reste. Et je serai vous signaler que le rapporteur général et le président de la commission viennent quand ils le souhaitent, évidemment, parce que c'est leur rôle institutionnel. Vous aurez du café si vous me prévenez. Si vous ne me prévenez pas, vous n'en aurez pas. Évidemment, pour regarder tous ces dossiers qui sont arrivés au STDR et dont je vous rappelle effectivement qu'il a été... une cellule qui est fermée. Qui a été fermée. Non, il reste des dossiers. Il reste des dossiers, comme dirait le sénateur Bocquet. Et il y a encore un peu de café. Il y a un peu de chicorée si je... Bref. Non, mais tout le monde n'est pas du Nord. Non, mais on peut... La question a été posée par le sénateur Dallier sur la question du logement. La question du logement, elle est triple finalement. Hein. Vous évoquez la question des APL, et finalement, est-ce que c'est une bonne mesure de faire moins 5 € d'APL?
poser la question de la contemporanéité des allocations, avec l'avantage à peu près 1 milliard, effectivement. Le désavantage, si je veux dire, c'est que c'est contemporain, mais après tout, c'est à peu près normal. Le législateur a voulu un traitement contemporain, me semble-t-il, que les gens aient des aides sociales par rapport à leur situation personnelle. Ça me paraît assez logique que cette situation personnelle soit vérifiée et adaptée. Et puis finalement, vous avez posé la question d'hébergement d'urgence. Sur les appels, personnellement, moi, je ne regrette rien. Bien sûr, il y a plus intelligent, et on en est tous conscients, me semble-t-il, que les mesures paramétriques du moins 5%. Nous avons, pour la plupart d'entre nous, géré des collectivités ou des budgets. Faire moins 5%, moins 3%, moins 2%, c'est jamais intelligent. Ce sont des mesures d'urgence que l'on fait quand on n'a pas fait les réformes structurelles. Et je n'ai jamais prétendu que la mesure de moins 5 € d'appel était une mesure super intelligente. Cependant, je vous rappelle quand même, je sais que les choses sont désormais par le passé, il s'agissait d'appliquer quelque chose qui avait été prévu dans le budget, mais qui n'avait pas été appliqué par la majorité précédente. Je ne voudrais pas ressortir les débats parlementaires et administratifs que nous avons eus ici. J'ai publié les documents qu'il fallait. Par ailleurs, j'ai toujours considéré que le système, et pourtant j'ai été élu, et je suis élu d'un territoire qui connaît ce genre de difficultés sociales, je sais que vous les connaissez, monsieur le sénateur, mais c'est aussi un système inflationniste, et c'est aussi un système qui aide le propriétaire à fixer son loyer. Ce n'est pas simplement un système d'amortisseur social, mais ça c'est une discussion très large, et tout n'est pas vrai, tout n'est pas faux, mais il y a aussi cette distinction. Et troisièmement, au moment où nous sommes arrivés, rien ne pouvait laisser croire que nous avions à la fois cette croissance et à la fois ce niveau de déficit et cette loi de règlement. C'est toujours facile de faire les efforts ensuite, mais c'est difficile de baisser les APL au mois de décembre 2017, puisqu'il nous reste plus que moins de 15 ou 20 jours pour faire des économies au moment où on veut être responsable budgétairement. Donc moi, je n'ai rien à refaire du décret d'avance. Tout ce que je souhaite, monsieur le sénateur, c'est que nous puissions faire des réformes structurelles qui nous empêchent la prochaine fois de faire des choses aussi idiotes que des décrets d'avance et des mesures paramétriques. Donc voilà, nous sommes éclairés par le passé et par les structures, me semble-t-il, des réformes. Et c'est là qu'on a une discussion sur c'est quoi les réformes structurelles, et on peut avoir des différences. Ça nous évite de faire effectivement du paramétrique. C'est-à-dire pour ça que ce matin, je me suis permis de redire qu'il ne me semblait pas normal d'imaginer une baisse des prestations sociales de nos compatriotes. On peut bien sûr réformer le champ social. La question de la prime d'activité, par exemple, qui était de 4 milliards en 2016 et de 6 milliards maintenant, pose une question de dépenses publiques et de dépenses de guichet. Parce que si quand ça va mal, on fait de la dépense publique, et quand ça va bien, on fait de la dépense publique, on réduit jamais la dépense publique. Donc on peut bien sûr se poser des questions sur le champ social. Mais la réduction paramétrique des prestations ne me paraît pas en soi une réforme économique intelligente. 2, sur l'hébergement d'urgence. À ma connaissance, il y a une difficulté que vous évoquez, qui n'est pas totalement vérifiée. Ça va bien budgétairement dans toutes les régions de France, hors l'Île-de-France. Alors, qui concentre une partie de la misère que vous évoquez. Ça tient au prix plus qu'au nombre de nuitées appliquées, me semble-t-il, dans la région d'Île-de-France. Donc nous l'avons rappelé par l'intermédiaire de Jacques Mézard et du ministre de l'Intérieur à l'ensemble du corps préfectoral, parce que vous savez qu'il y a, c'est pas vous que je vais l'apprendre, mais une sorte de petite confusion dans les crédits qui sont parfois soumis au préfet pour faire face à des difficultés très fortes et que je ne sous-estime pas. Nous aurons sans doute ce moment de vérité peut-être lorsqu'on discutera dans l'hémicycle, et peut-être que je pourrais préciser des choses plus importantes, mais peut-être que ce sera aussi à M. Mézard de le faire. Ce qui est certain, c'est que moi j'ai lu vos rapports avec attention, je ne sais pas ce que vous en pensez. Il ne me semble pas que l'hébergement d'urgence, mais c'est un point de vue personnel, n'y voyez aucune annonce, doit absolument être attaché à la cohésion des territoires. Ça me paraît être assez lié avec la politique d'asile et d'immigration que fait le ministère de l'Intérieur. Ça demande sans doute un travail très important de distinction des crédits. Ce ne sera pas cette année qu'on le fera, mais il y a sans doute ce travail. Si on veut sincériser vraiment, et je sais que c'est votre souci, et vous avez bien voulu rappeler qu'on a voulu sincériser en mettant plus d'argent dans manifestement une ligne budgétaire qui en manquait vu les difficultés de notre territoire et de personnes qui étaient en grande difficulté, ça demande surtout à distinguer ce qui relève de l'hébergement d'urgence intérieur et ce qui relève de la politique de logement, y compris d'urgence. Voilà. Donc il faut sans doute qu'on y travaille, et je pense que Jacques Mézard y est très attentif et même très demandeur. Et je crois que le ministère des Comptes publics, par souci de sincérité vis-à-vis des parlementaires, y est également favorable. Voilà, je crois que... Sur les aides à la pierre, moi je... C'est pas un petit sujet, la chute de l'ensemble de l'enseignement en 2017. Moi, j'entends cette question, notamment que lorsqu'on l'a fait sur la question du logement social, on m'a expliqué qu'il y aurait une baisse très forte des constructions de logements sociaux. C'est pour l'instant, personnellement,
pas ce que je constate et pas les retours que j'ai. Mais on est tôt dans l'année. Peut-être qu'il y a eu des commandes qui ont été faites avant, que la réforme arrive et que du coup il y a du frein après. Je ne constate pas ça dans ma région et je ne constate pas ça au niveau national. Et sur l'aide à la pierre, je ne vois pas le... Enfin, personnellement, je n'y vois pas le lien. Je ne suis pas un spécialiste que vous. Je ne vois pas en soi le lien. Voilà. Ce qui est sûr, c'est qu'il faut une politique de logement plus cohérente que nous n'avons eu jusqu'à présent. Où on a multiplié la dépense, et parfois la dépense fiscale, et on n'a pas été d'une grande cohérence, me semble-t-il, dans la politique de l'offre foncière. Bon, donc je crois que le projet de loi Elan répond en partie à votre interrogation. Je ne vais pas faire le débat à la place du ministre du Logement. Personnellement, je n'y vois pas de lien. Je comprends ce que vous avez dit et j'ai constaté comme vous le sursaut des crédits la veille de l'élection présidentielle. Je ne pense pas que ce soit un lien avec le nombre de constructions, mais je vous bien volontiers que ce n'est pas ma partie où je suis le plus professionnel. Je suis sûr que M. Mézard et M. Normandie sauront répondre dans le semestre d'évaluation à vos questions les plus précises sur cette thématique. Merci, Monsieur le Ministre. Alors, dans la première salve de questions, c'est tourné 4 fois dans la partie plutôt de droite de notre petit hémicycle et une seule fois à gauche. On va faire exactement symétriquement avec Pascal Savoldelli, s'il va bien, et suivi par Thierry Carcenac. Oui, Monsieur le Ministre, j'étais pas endormi, mais vous m'avez bien réveillé. Voilà. D'abord, je demanderai à mes collègues, pour certains qui ont été présidents de département, si on peut faire, de ce que j'ai compris, une assimilation entre l'hébergement d'urgence et l'immigration. De ce que j'ai entendu de vos propos. Donc ça peut arriver, dans l'oralité, on peut avoir un excès de dérapage, mais moi je demande à ce que on regarde les choses avec sérieux. Non, bon, donc je l'ai mal compris. Non, vous étiez endormi peut-être. On parlait des crédits de l'un qui sont parfois pris sur l'autre. Notamment en Ile-de-France. Voilà, ce que je dénonce depuis un moment, mais je ne pense pas... Il me semble aller plutôt dans votre sens collectivement, mais D'accord. Donc ça, c'est la première chose. Mais ce dialogue est important, ça nous évite des incompréhensions. Bien sûr, bien sûr. Alors après, un peu d'insolence qu'elle vienne d'un ministre ou d'un sénateur, c'est pas gênant. J'entends bien. On est d'accord. Bien sûr. Donc je vais faire comme vous. Quand Éric Bocquet vous pose une question, il faut répondre à la question, Monsieur le Ministre. Pas faire de l'idéologie, la solution communiste, c'est-à-dire qu'une fois, etc. Donc je répète la question. L'État a emprunté à des taux négatifs. On répond oui ou non. Et ça, c'est pas une affaire du gouvernement actuel. Je vous ai répondu, Monsieur le Sénateur. Non. Bah, si. Ah oui. À court terme, c'est négatif. Donc vous ne l'avez pas. Vous nous dites là, à l'ensemble des sénateurs, qu'il n'y a pas eu d'emprunt à des taux négatifs. Non mais il y a un moment, mais attendez, c'est simple, parce que comme... pourquoi je dis ça? Parce que là, c'est un mécanisme, je ne suis pas comptable, vous pouvez me trouver des maladresses de langage, mais l'État, il encaisse bien une somme supérieure à celle qui va être remboursée à échéance. Le chiffre que nous avons de la Cour des comptes, donc qui n'est pas d'obédience communiste particulièrement, ou taux de sensibilité pour lequel j'ai un profond respect, dit qu'en 2016, il y a eu 73,2 milliards. C'est peut-être une erreur. Vous voyez, c'est pas la peine de... Voilà, on est là les uns et les autres. Moi, je ne doute pas de la sincérité d'aucun ici. Mais voilà, est-ce qu'il y a eu un matelas qui n'est pas donc, essentiellement, donc, puisque la référence est à 2016, du gouvernement actuel? Voilà, c'est tout. Parce qu'il y aura de ce matelas des éléments de continuité. Après, sur la discussion que nous avons, donc on a un document cet après-midi, Monsieur le Ministre, voilà, et suivant les parcours des uns et des autres, moi je suis plutôt diesel et de classe laborieuse, donc je mets du temps à l'analyser. Mais je l'ai regardé. Moi je me pose la question, est-ce qu'on est seulement dans une analyse que vous n'avez pas fait, et j'ai apprécié comment vous portez vos convictions sur les choix de la majorité actuelle. Moi je doute qu'on soit dans une capacité d'avoir vraiment un document pas insincère, mais qui, sur une partie comptable, est tout à fait appréciable pour les sénateurs et les sénatrices que nous sommes, de comparer de 2008 à aujourd'hui. Je ne le mets pas en question. Par contre, politiquement, là, ça mérite un débat, et où nous l'avons. Moi, je pose la question, est-ce qu'on est à dépenses d'intervention à périmètre comparé? Parce que quand même, il s'est passé énormément de choses depuis 2008. Est-ce qu'il y a les évolutions des politiques publiques? Le soutien aux entreprises, notamment, et là, ce n'est pas votre gouvernement, mais les effets du CICE. Si j'ai bien regardé, parce qu'il faut aller très vite à le lire là,
en tout cas pour nous ici. Le CICE a un montant qui a semblé évoluer plus vite que ce qui était prévu. Ça a été vrai d'un certain nombre d'allègements sociaux, etc. Ce que je veux dire, c'est que voilà, comparaison n'est pas raison, donc je demande, et laissez-nous le temps, donc on aura d'autres lieux que la commission, mais vous voyez qu'on s'alimente dans le débat politique pour qu'on ait un débat le plus sérieux possible, argumenté sur, depuis 2008, on arrive à une situation qui est si bonne que ça. Parce qu'après, vous voyez, vous nous dites que les impôts sont trop élevés, mais dans les résultats que vous revendiquez par rapport à 2008, j'observe, la TVA nette, elle est en progression de 8%. Donc c'est un impôt trop élevé, monsieur le ministre? La TVA est en progression de 8% et vous donne un rendement, donc nous donne un rendement de 152 milliards qui confirme sa position de première recette de l'État. Donc impôt trop élevé? Les impôts sont trop élevés. C'est bien ça qui quand même nous fait quand même la principale recette de l'État. Dernière chose, sans porter, j'ai regardé dans le document, certes il y a une stabilité des dépenses de fonctionnement, il y a celle liée à la dette, là, pas taux négatif, mais des taux très bas, et vous nous dites, et c'est vrai que d'autres le disent, qu'on va dans un avenir beaucoup plus difficile, avec des taux qui vont remonter, mais là je vous pose la question, est-ce que vous êtes satisfait des dépenses d'investissement de l'État? Voilà, est-ce que je me trompe? Moi, j'ai eu le temps de regarder rapidement, on est à 3% d'un budget d'investissement de l'État. Je pense que c'est très faible du point de vue de l'action publique de l'État en termes d'investissement, et ça a des conséquences pour notre population. Et dernière chose, c'est sur la question du déficit que vous avez évoqué et qui nous est très bien explicité dans ce document. Là, c'est normal. Et on a des interprétations différentes, des analyses différentes, et ça fait partie du pluralisme et quand même d'être dans un pays vraiment très agréable du point de vue politique, de pouvoir croiser nos analyses les uns et les autres. Bon, vous dites, monsieur le ministre, que les collectivités ont été mises à contribution. Moi, je trouve que c'est pas loin de la vérité. Mon collègue Michel Calvet dit qu'elles ont amélioré. C'est une autre formule. Enfin, parlons crûment, puisque là, on est de la comptabilité. J'ai regardé. Les motifs qui permettent de réduire le déficit, c'est les prélèvements sur recettes. Ils sont en baisse de 5,3 milliards. Il y en a 2,7 pour les collectivités territoriales. Et on a moins 2,6 milliards de contributions européennes. Après, on a des interprétations, certes différentes. Mais moi, voilà, je vous le dis, là, c'est plus à mes autres collègues. Je ne dis pas qu'il ne faut pas dire que les collectivités territoriales n'ont pas amélioré. Mais là, je me sens presque plus proche, au moins, de la formulation du ministre. Oui, elles ont été sous la contrainte, puisque, voilà, il y a un prélèvement sur recettes en baisse de 2,7 milliards pour les collectivités territoriales. Alors, sûrement qu'on a tous fait des efforts, on a fait mieux, etc. Mais enfin, il y a un moment, ça a des conséquences quand même sur nos politiques publiques dans les territoires. Ça me paraît évident de ce point de vue-là. Et merci pour m'avoir écouté. Merci Pascal Savoldelli, Thierry Carcenac, puis Rémi Féraud. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, nous nous trouvons sur un projet de règlement, comme chaque fois maintenant, qui permet au gouvernement de dire ce qu'il a fait de mieux et de meilleur. Simplement, nous sommes sur une année 2017 où il y a une cogestion, je dirais, et lorsqu'on examine la trajectoire au cours des années qui viennent de s'écouler, on se rend compte que lors du dernier mandat, il y avait une trajectoire de respect des engagements européens et je ne doute pas que cette trajectoire aurait continué. Sur deux points maintenant, il y a en matière de ressources la question de l'impôt sur les sociétés, dont on nous dit que le taux va encore baisser, puisque c'était une orientation qui avait été prise par le précédent gouvernement, et qui rapporte très peu, proportionnellement aux autres impôts, puisqu'on est à 35,7 milliards, et dans ces 35,7 milliards, il y a bien sûr l'affaire des 3%. Et donc on voit bien que dans les dépenses fiscales, le CICE a permis à nos entreprises de pouvoir mieux se comporter et en même temps être plus compétitives. Je vous l'avais retracé dans le document. Vous avez noté un deuxième point dans les dépenses, la forte hausse de la masse salariale.
Je rappelle que dans ce cadre-là, celle-ci est liée notamment au nombre des ETP qui ont été recrutés et dans les secteurs importants où il y a eu de fortes baisses. Et je ne doute pas que dans les années à venir, on va avoir aussi une augmentation de fonctionnaires dans ces secteurs. Défense, éducation, intérieur, par exemple. Et j'ai noté qu'il y avait eu près de 11 700 ETP supplémentaires. Donc s'il y a une augmentation de la masse salariale, celle-ci, compte tenu des baisses d'emplois qui interviennent, devrait encore se poursuivre à l'avenir. Vous avez souligné, notamment dans votre rapport, la PPCR. Cette année, il y en a eu, ça a eu des conséquences en 2017, mais en 2018, elle est gelée, donc je ne doute pas que là aussi, sur la masse salariale, on aura des augmentations à venir. Et enfin, vous indiquez dans le rapport qu'il y a eu une augmentation également liée aux mesures du point d'indice, ce qui est effectif. Néanmoins, vous le faites remonter à 10 ans. Il me semble que les autres années, s'il n'y avait pas augmentation du point d'indice, il y avait quand même l'actualisation des rémunérations dans non pas le GVT, mais la garantie du pouvoir d'achat pour certains fonctionnaires. Donc, quand on voit les montants, est-ce qu'on pourrait avoir un petit peu ce qui se passe en la matière? Voilà un petit peu ce que je voulais dire. Nous aurons l'occasion de revenir sur ce débat, mais néanmoins, nous sommes c'est une année partagée qui nous amène à voir quelques éléments quand même positifs, tout n'ayant pas commencé à partir du mois de mai. Merci Thierry. Rémi Ferraud, puis Claude Rénal. Merci Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, je souhaitais vous interroger dans le cadre rapport de contrôle sur l'action extérieure de l'État que nous effectuons avec Vincent Delahaye. On constate dans la loi de règlement que le ministère des Affaires étrangères a contribué au-delà de ce qui était prévu par la loi de programmation des finances publiques à la réduction des dépenses, 6% de 2016 à 2017 au lieu d'un peu plus de 3%, je crois, dans la loi de programmation des finances publiques. Par ailleurs, au cours de l'année 2017, c'est en effet partagé, mais vous y avez beaucoup contribué à l'été 2017. Ce qui concerne l'enseignement français à l'étranger a été mis à très forte contribution, ce qui a créé beaucoup d'émotions. Cette année, vous vous êtes engagé, gouvernement, à ne pas effectuer de mesures de régulation budgétaire supplémentaires en cours d'année. Est-ce que vous pouvez nous confirmer cela, notamment que l'Agence de l'enseignement français à l'étranger ne verrait pas des crédits gelés en cours d'année? De même sur les bourses. D'habitude, le taux de réserve était de 8% au début de chaque année. Il a d'ailleurs été augmenté l'année dernière encore de plusieurs millions d'euros. Cette année, le taux de réserve n'a été que de 3% en début d'année. Par ailleurs, les frais de scolarité augmentent. Est-ce que vous pouvez nous confirmer ou pas que vous en resterez à ce taux de réserve de 3% et qu'il n'y aura pas de mesures supplémentaires en cours d'année? Merci Rémi. Claude Rénal, puis Bernard Delcros. Oui, Monsieur le Ministre, je vais faire exceptionnellement court aujourd'hui pour une raison simple, c'est que ce débat, on l'a quasiment esquissé lors du programme de stabilité 2018-2022. Je pense que le document qui nous est remis aujourd'hui contient beaucoup d'éléments qui avaient été présentés lors de ce programme de stabilité finalement. Je voudrais noter avec vous, vous donner acte d'une phrase que vous avez prononcée, et nous ne faisons pas cocorico. C'est ce que vous avez dit en introduction. J'en prends acte. Ce n'était pas tout à fait le cas au moment de la présentation de ce programme de stabilité. C'était un peu plus emphatique. Et je veux bien considérer que ce document qui a été remis aujourd'hui gomme un certain nombre d'excès que j'avais pu d'ailleurs, pour une large part, signaler.
Notamment, il me semble qu'on voit moins dans ce document l'arrivée en mai du roi Soleil, si je puis dire, et, comment dire, l'allumage des bougies, ou alors l'électricité qui arrive. Tout d'un coup, on passait du noir à la, comment dire, de l'obscurité à la lumière, il y a quelques mois. Bon, aujourd'hui... Aujourd'hui, il y a comment dire, une tonalité générale, comment dire, moins démonstrative de ce point de vue-là. Il est tout à fait logique que le gouvernement défende sa politique. Ça a toujours été le cas dans les années passées, et ça le sera toujours dans le futur. Il le fait de manière plus, me semble-t-il, plus modérée. Je voulais en prendre acte. On a quelques difficultés malgré tout, toujours avec un certain nombre de phrases. L'indice de confiance des entreprises. Bon, vous donnez un chiffre. Je regarde, moi, tous les chiffres qui sont donnés aujourd'hui, alors qu'ils sont les moyennes. Vous savez, il y a beaucoup d'organismes qui, en fait, calculent ce fameux indice de confiance, et en particulier beaucoup d'organismes liés aux professionnels. Alors, ils disent des choses qui sont justes par rapport à votre document, mais malheureusement, quelquefois, il faut tirer un peu le document. On sait bien que c'est l'année 2017, mais regardez un peu où on en est aujourd'hui, et c'est quand même pas si simple que ça, quoi, hein. L'idée de l'indice de confiance des entreprises, 109 en mai 2017, 114 en janvier 2018, selon la moyenne. Donc c'est bien effectivement quelques points supplémentaires, comme vous l'indiquez. Et malheureusement, en avril 2018, ça retombe à 109, vous voyez. Donc c'est quelque chose d'extrêmement sensible et sur lequel il faut être attentif. En tout cas, je ne suis pas sûr que les mesures que vous avez prises, qui ne nous conviennent pas par ailleurs, soient de nature réellement à recréer cette confiance dont vous vous targuez. Je parle de vous, Monsieur le Ministre, mais je parle du gouvernement de manière générale, assez facilement. Vous dites quelque part également, et c'est même un titre, les engagements pris dès mai 2017 ont été tenus. Oui. Bah, vous savez, comme on est sur une année commune, vous auriez pu dire les engagements, d'ailleurs, je crois que mon collègue Carsenac à côté l'évoquait, les engagements pris dès janvier 2017 ont été tenus, parce que ce qui est clair, c'est que, vous savez, le gouvernement précédent, il y a toujours eu des discussions, en gros pour dire toujours les objectifs que vous nous présentez ne seront jamais tenus. Ils l'ont toujours été, toujours un peu mieux que ce qui était exposé dans les années précédentes. Et moi je dis nul doute, hein, mais vraiment nul doute, aucun doute sur le fait que s'il n'y avait pas eu les élections et que si tout simplement ce gouvernement avait dû corriger un certain nombre de choses, eh bien non, tout simplement, comme chaque année, les engagements du gouvernement, avec l'aide de son administration, qui est toujours la même, eh bien, aurait fait en sorte de tenir ses engagements et de faire sortir la France des déficits excessifs. Moi, je crois ça, vous voyez, et je crois à l'honnêteté intellectuelle des gouvernements et des ministres. Je pense, sincèrement, que quand vous agissez en tant que ministre de la France, vous faites au mieux dans l'exercice de vos fonctions. Et vos prédécesseurs ont fait au mieux, mais dans une période qui était extrêmement difficile. Alors, je voudrais juste rappeler pour l'illustrer. Alors, je vais le prendre un peu plus loin pour que mes amis en face ne s'agacent pas. Alors, vous voyez, il y a une façon de pas... parce que je voudrais pas agacer à la fois le ministre et agacer les Républicains, ça ferait beaucoup à la fois. Et donc... Monsieur le Président, si on pouvait faire taire, mais bon. Et, juste vous indiquer que lorsqu'on est en 2009, on est juste après la crise, hein, bon, la crise mondiale, et le déficit de la France est à 8 et quelques %. Bon, quelques années plus tard, en 2012, on est à 5,2. Alors, on ne peut pas dire que les gouvernements précédents n'aient pas essayé rapidement de récupérer une part de ce déficit. Ils ont fait leur part du travail. Le gouvernement suivant a fait également sa part du travail, en revenant de 5,2 à autour de 3. On peut toujours discuter. Voilà, à l'infini. Et puis aujourd'hui, vous poursuivez sur, je vous l'ai dit, je vous l'ai indiqué, sur la même trajectoire et avec la perspective de 2022 qui est à peu près du même ordre de diminution du déficit public. Je voudrais vous dire que moi, je suis très satisfait de ça. Voilà, je considère qu'à un moment donné, sur des questions aussi importantes que le budget de l'État, heureusement qu'il y a une continuité de l'État. Heureusement qu'elle y est et heureusement qu'il y a une continuité de l'action des ministres dans ce but.
On est à 2,6 cette année, vous l'avez indiqué plusieurs fois, vous ne l'avez pas tout à fait redit, mais c'était quand même l'esprit. Beaucoup est dû à la croissance et je crois que vous le dites aujourd'hui, ce n'est pas uniquement dans votre document, vous spécifiez bien et vous allez mettre l'accent sur finalement la croissance mondiale qui a beaucoup aidé en 2017 à obtenir ces résultats. Je crois qu'il faut être juste là-dessus. Enfin, je voudrais terminer par un point qui me chagrine toujours. Je vous avais... Oui, alors Monsieur Dallier, je vais reprendre vos propos. Alors voyez, vous me les avez soufflés, mais pas exactement pris. Mais j'étais déjà intervenu avec vous là-dessus, sur ce point, sur la question effectivement, ce qu'on appelle les 5 euros d'APL, qui effectivement, dans votre majorité, comme au sein du gouvernement, crée une difficulté. A créé une difficulté. Reconnaître après coup, hein, tout en considérant les hypothèses, dire après coup qu'on a fait finalement une erreur politique, une erreur d'analyse, une erreur financière, c'est pas des choix. Hein. Je veux dire que tous les jours on prend des décisions, que dans les décisions il y en ait d'excellentes et que de temps en temps il y en ait des mauvaises. Le reconnaître n'est pas des choix. Beaucoup de vos collègues l'ont reconnu. Les députés à l'Assemblée sont quand même, je parle de votre majorité, sont quand même assez gênés, pour pas dire plus, avec cette mesure. Les sommes, vous me les avez contestées la dernière fois, vous reverrez vos notes. Je vous avais dit, ça fait 100 millions d'euros en 2017, vous m'avez dit pas du tout, c'est 400 millions. Non, non, 400 millions, c'est année pleine, et c'est bien, d'ailleurs c'est moins de 100 millions, nous a dit tout à l'heure Philippe Dallier. Donc, pour moins de 100 millions, alors qu'on fait 6 milliards finalement d'amélioration par le biais de la croissance du solde budgétaire, je pense qu'on peut se dire, sans déchoir, voilà, qu'on a fait une erreur d'appréciation. Je vous rappelle également que le mettre sur le dos de vos prédécesseurs n'est pas correct. Je vous rappelle que cette proposition fait partie des 100 propositions, peut-être même 200, qu'une administration normale fait, et qu'elle n'avait pas donné lieu à une acceptation budgétaire par l'ancien gouvernement. Bon, M. Dallier nous avait fait une note très précise, M. Dallier, pas un socialiste, nous avait fait une note très précise sur le sujet et qui montrait très clairement les choses. Donc, je crois qu'il faut arrêter effectivement, une fois pour toutes, cette polémique. Je crois qu'il faut reconnaître que c'était une erreur technique et ça m'étonne plus de vous, une erreur politique également. Voilà ce que suscite ce document, par ailleurs, qui confirme ce qui avait été indiqué déjà lors de la précédente du programme de stabilité 2018-2022. Merci, cher Claude. Bernard Delcros. Oui, merci. Après cette longue et complète intervention, je vais me contenter de poser deux petites questions. Bon, on a une situation financière qui globalement s'améliore, tout le monde s'en réjouit. Il y a évidemment, comme toujours, différentes raisons à cela, vous les avez rappelées de manière objective. Vous êtes sur une trajectoire de diminution de la dépense publique et évidemment tout le monde est d'accord avec ça. C'est plus compliqué quand il s'agit de dire quel secteur il faut diminuer, mais vous avez donné tout à l'heure quelques pistes. Moi, ma question, elle pose sur une éventuelle, ce qui reste quand même pas quelque chose d'impossible, hausse des taux d'intérêt. Vous l'avez dit, c'est la deuxième dépense du budget de l'État. Je crois qu'un point de taux d'intérêt, c'est autour de 20 milliards, je ne me trompe pas. Est-ce que vous anticipez une éventuelle hausse dans la trajectoire des dépenses publiques et comment vous le faites? Et puis ma deuxième question est toute simple et plus précise. En regardant à la page 49, on s'aperçoit que sur la mission agriculture, alimentation, forêt, affaires rurales, il y a une hausse très importante. C'est la plus grosse hausse d'ailleurs, entre la loi de finances initiale et puis l'exécution de 2017. Voilà, est-ce qu'il y a une explication à cela? Monsieur le ministre. Merci à vous. Alors, le premier intervenant a évoqué la question réitérée de M. Bocquet. Je m'excuse si mon humour a été déplacé, mais il me semblait que vous n'étiez pas le premier, monsieur le sénateur, à créer parfois, y compris dans l'hémicycle, dans cette commission, je ne sais pas si vous appelez ça l'insolence, mais en tout cas, le fait que l'on puisse faire aussi de la politique au Sénat. Il me semble que vous n'êtes pas le dernier, par ailleurs, à en faire. Donc permettez-moi d'avoir aussi des propos politiques, sinon je pense que vous auriez invité Madame la directrice du budget ou Monsieur le directeur général des finances publiques. Je voudrais dire à Monsieur le sénateur que j'ai répondu à Monsieur Bocquet, mais je vais le répondre avec plus de précision si jamais je me suis mal exprimé. Nous empruntons encore à taux négatif, mais la moyenne des emprunts que la France contracte, et c'est pas très nouveau, c'est pas à taux négatif. Nous sommes à 0,65 aujourd'hui d'emprunt.
En 2016, nous étions à 0,37. Et pour répondre à la question que pose maintenant Monsieur le Sénateur, les taux d'intérêt, nous pensons qu'ils continueront à augmenter. Pour l'instant, ils sont encore, même s'ils augmentent, inférieurs au taux d'intérêt avec lequel nous pensons avoir construit le budget 2018. Donc la question peut se poser du delta entre le taux d'intérêt que nous avions prévu dans le budget 2018 et le taux d'intérêt constaté, mais nous sommes qu'au tout début de l'année, si vous me le permettez. Mais ce n'est pas parce qu'on emprunte de temps en temps à un taux négatif que tous nos emprunts sont à taux négatif. Et le besoin de financement de notre pays, c'est 185 milliards d'euros. En tout cas, c'était le cas l'année dernière, 185, 186. Et les prêts d'émission, c'est à peu près 11 milliards, un petit peu moins de 11 milliards. Donc vous voyez quand même une différence entre la démonstration que vous faites. C'est pour ça que je me suis permis d'ironiser un petit peu, mais si je comprends la démonstration du sénateur Bocquet, c'est quand même qu'on ne peut pas dire que plus on emprunte, plus on est riche. Vous comprenez bien que ce système, quand bien même il serait vrai, dans une année budgétaire donnée, elle mènerait d'abord, elle n'est pas culturellement, à mon avis, positive dans la façon dont on gère les comptes publics, et ça s'arrêtera, ça va s'arrêter. D'ailleurs, ça s'arrête, et ces taux d'intérêt, ils augmentent. C'est d'autant plus vrai que oui, on a baissé la charge de la dette de 300 millions, du fait notamment, mais pas que d'emprunts négatifs, mais objectivement, tout le monde constate que ces taux d'intérêt vont augmenter, et que le changement demain de la politique de la Banque Centrale Européenne, à la fois par son personnage qui va la commander, mais aussi par le fait que les chiffres de tous les pays européens s'améliorent, fait que la politique monétaire sera sans doute différente. C'est vraiment important parce que si on laisse à penser que plus on emprunte, plus on peut s'enrichir, alors vient le moment où effectivement on se dit qu'effectivement, on se demande bien pourquoi on fait de la réduction de dépenses publiques, quoi. Je dis d'autant plus que nous sommes encore à 2,6% de déficit. C'est-à-dire que, quand bien même, moi aussi j'essaie d'être un peu laborieux, je crois que on peut se ressembler de ce point de vue en essayant d'être très pratique. Si nous faisons encore un déficit de 2,6%, c'est bien que nos recettes sont inférieures à nos dépenses. Et depuis 40 ans, en moyenne, la France dépense 25% de plus qu'elle ne reçoit. Alors après, il y a une divergence politique de comment on résout ce problème. Est-ce qu'on diminue la dépense? Est-ce qu'on augmente les recettes? Ça, c'est un débat politique. Mais enfin, si, quand on emprunte, on s'enrichit, je pense que dans ces conditions, on n'aurait pas de déficit à ce niveau et depuis de nombreuses années. Et d'autres que moi auraient continué à beaucoup emprunter, jouant comme une sorte de morphine qui permettait de résoudre les problèmes financiers du pays sans jamais faire d'efforts, ce qui serait sans doute la chose la plus facile à faire. Donc relativisons quand même ces taux d'intérêt très bas, voire négatifs, en moyenne. Évidemment, ça nous coûte de l'argent d'emprunter. Voilà. Mais j'entends, et c'est une démonstration qui a vécu dans les années passées et qui n'a pas servi, qui a servi la France au moment où elle a emprunté, dans des moments difficiles, mais qui n'a pas servi la culture générale, si j'ose dire, de la difficulté d'être endetté. Ces beaux jours s'amenuisent de plus en plus, et je crois que chacun le constate, y compris dans sa vie de particulier, ou quand il gère des collectivités locales, lorsqu'il emprunte auprès des banques. La question de M. Kersenak, qui concernait finalement, enfin, qui était plus une sorte de constat, mais de questions sur finalement le coût des dépenses de personnel, quoi, pour faire très vite. Elles ont augmenté très fortement l'année 2017 pour trois raisons. D'abord, vous avez raison de le dire, il y a eu des créations d'emplois publics, 14 000, ce qui relativise le discours, monsieur le rapporteur général, de là où il est, il m'entend, j'imagine, mais le discours de vous diminuer pas assez le nombre d'agents publics. C'est un débat politique important de savoir le nombre d'agents publics qu'il y a. Le gouvernement précédent a créé l'année dernière 14 000 postes d'emploi public. Nous en avons supprimé en net et en création, en suppression. La salariale. Et créé 14 000 en 2017. Nous, en 2018, on en a supprimé 1600 postes d'agents publics. Alors on peut me dire c'est pas assez. D'un côté, on me dira c'est trop. Bon. Ici, on me dira c'est pas assez. La vérité, c'est que l'amplitude entre 14 000 et moins 1600, c'est 15 600, et qu'il est difficile d'arrêter des créations de postes, surtout que M. Kersenak a raison de dire que nous en créons par ailleurs, mais en net, nous en supprimons 1600. Donc là, c'est un vrai débat politique, de savoir si on met l'argent plutôt dans la création de postes. Voilà. Mais en tout cas, je crois qu'il n'est pas vrai de dire que nous saignons le service public, et il n'est pas vrai de dire que nous ne faisons pas non plus de baisse de la dépense dans la création d'emplois publics. Je suis heureux d'avoir cette discussion pour dire qu'effectivement, nous sommes situés dans l'entretemps, puisque M. Kersenak a raison de dire que c'est une partie des réponses dans l'augmentation de la masse salariale de l'État. Mais il y a d'autres raisons, PPCR, vous l'avez dit, alors pas beaucoup,
mais un peu. Je rappelle que le PPCR, ce qui a été négocié finalement par le gouvernement pour le rattrapage d'une partie des agents publics, c'est 80% de la dépense prévue dans ce quinquennat-ci. Alors il y a eu un petit peu en 2017, c'était pas l'essentiel, mais le plus dur est devant nous, 11 milliards. C'est pour ça d'ailleurs que nous l'avons décalé, parce que l'année 2018 était une année difficile. Et puis l'augmentation du point d'indice qui a été évoquée. Donc tout ça fait une augmentation de quasiment 4%, 3,6% de la masse salariale de l'État, pour répondre précisément au sénateur Kersenec. Pour répondre au sénateur Ferraud, il n'y a pas de surgel et nous avons appliqué le gel de 3% à tout le monde. Et c'est d'ailleurs, je crois, quelque chose de vraiment important de dire qu'on a diminué ce gel et nous l'avons dégelé pour personne. Et nous dégèlerons qu'à la fin. Parce que le principe du gel, c'est quand même que l'on puisse imaginer que si, ici ou là, pour plein de raisons, la vie est en fait de surprise, nous devons récupérer des crédits, nous le ferons sur tous ceux qui potentiellement permettent de récupérer des crédits. Mais le but du jeu, c'est que si chacun fait attention à son propre budget, alors nous dégèlerons pour tout le monde. Voilà. Donc il n'y a pas de surgel prévu. Vous dire que les efforts du ministère des Affaires étrangères est au rendez-vous aussi des années qui arrivent. Monsieur le rapporteur général m'a posé la question de la baisse de la dépense publique. Je ne l'ai pas évoqué, mais Monsieur le Premier ministre a annoncé après la réunion interministérielle la baisse de 10% des effectifs des fonctionnaires à l'étranger, ce qui est la plus grande économie que le Quai d'Orsay et les autres services qui concourent, me semble-t-il, à l'action extérieure de la France auront à apporter, indépendamment de l'enseignement, puisque le ministre des Affaires étrangères, vous le savez, travaille à la réforme de l'enseignement, et donc ces 10% en moins ne comptent pas les personnels éducatifs de l'AEFE, qui fera naître une autre réforme que vous discuterez avec monsieur le ministre des Affaires étrangères. Monsieur Reynal, je crois que vos propos sont aussi vrais que votre intervention était courte. Je ne crois objectivement pas, et j'essaie d'être honnête intellectuellement, que vous auriez eu les mêmes résultats de compte public. Alors, la confiance, c'est compliqué à décider de savoir si elle était décrétée par action du président de la République. On peut quand même imaginer que les mesures de baisse des impôts font que ça a amélioré la croissance. Bon, on ne peut pas tout à fait l'ignorer. Bon, enfin, imaginons qu'on ne puisse pas le mesurer et que ça paraît difficile. En imaginant même que la confiance était tellement là que ça empêchait d'ailleurs, tellement il y avait de confiance, M. Hollande, de se représenter. Je crois que ce qui est sûr, monsieur le sénateur, c'est que vous n'auriez sans doute pas pris les mesures, vu comment vous les avez combattues, de dépenses en moins de cet été. Vous auriez au moins à coup sûr pas pris les 5 milliards de baisse des dépenses, puisque vous les avez assez fortement combattus, me semble-t-il. Ou alors le jeu politique faisait que vous étiez opposé à des trucs que vous auriez acceptés 3 mois plus tard s'il y avait une majorité différente. Ce que je ne crois pas dans d'autre part, puisque je sais très bien que vous ne faites pas de politique. Et la deuxième des choses, c'est que je ne sais pas si vous auriez pris une mesure sur la taxe à 3%. Peut-être. Ils l'ont voté. Non, mais ils l'ont voté. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, ça c'est vrai, l'incertitude. On ne sait pas ce qu'aurait fait le gouvernement. Sans doute qu'un gouvernement responsable, ce qui est le cas de tous les de ceux qui sont en responsabilité gouvernementale dans ce pays depuis longtemps, l'aurait sans doute prise. Voilà. Donc vous auriez sans doute fait les 5. Non, mais parce que je vous dis, on ne peut pas le savoir, mais vous l'auriez sans doute fait. Ça fait 5 milliards, et vous n'auriez pas fait les 5 milliards. Donc vous seriez aujourd'hui, en faisant de la politique fiction, ce qui n'est jamais facile à faire, entre 2,9 et 3,1, selon la conjoncture, quoi. Voilà. Donc très franchement, il vaut mieux être à 2,6 et être sûr qu'on est sorti. Il vaut mieux être à 2,6 avec nous qu'à 2,9,3 avec vous. Enfin, c'est pour résumer le propos, pour être tout à fait honnête. Pardon ? Sur les crédits que vous évoquez, monsieur Delcros, sur l'agriculture, c'est l'un des ministères qui pose le plus de problèmes de sincérité. Parce que, alors il y a l'hébergement d'urgence, il y avait la prime d'activité, il y a quand même 2-3 choses comme ça qui n'étaient pas très claires dans les budgets précédents, qui a été souligné par la Cour des comptes, mais le ministère de l'Agriculture, sous le quinquennat précédent, c'est 7 milliards de dérives d'insincérité. Alors, dû pour plusieurs raisons. Un, il n'y avait pas de provision pour risque, ce qui est quand même incroyable quand on gère un ministère comme l'agriculture, qui est fait en grande partie de risques, de crises. Voilà, vous connaissez mieux que moi dans vos territoires quand il y a une épidémie qui touche telle ou telle volaille ou tel problème, ben voilà, c'est tout de suite des centaines de millions d'euros qu'il faut débloquer. Donc nous l'avons changé. Dans le budget 2018, ça a été dit, et notamment par le rapporteur spécial, nous avons sincérisé en créant une provision pour risque. Donc il peut y avoir
un risque. Cette année, nous saurons, alors sauf s'il était évidemment gigantesque, mais nous saurons débloquer des fonds rapidement sans creuser le déficit de l'État plus que le permet. 2, nous avons quand même, de manière générale, une difficulté à bien répondre aux questions autour de la PAC. Ce qui ne veut pas dire qu'il ne faut pas se battre, ce que fait le gouvernement, pour ne pas diminuer le budget de la PAC. Mais nous sommes aujourd'hui dans un système assez technocratisé où le ministère de l'Agriculture, parfois, alloue mal des aides à des gens qui n'en ont pas forcément besoin ou mal besoin, ne les alloue pas bien à ceux qui en ont besoin. Et lorsque 2-3 ans plus tard, la Commission européenne vient réclamer, parce qu'elle considère que nous n'avons pas distribué correctement l'argent, alors que l'argent existe, nous ne réclamons pas évidemment l'argent aux agriculteurs parce que les choses sont difficiles, elles sont forfaitaires, et c'est la France qui rembourse, vous le savez bien, à la Commission européenne. Donc c'est de l'argent mal utilisé, et avec des difficultés financières très fortes puisqu'elles sont sur les exercices suivants. Donc nous avons sincérisé le budget l'année dernière, c'est ce qui explique le ressaut, et nous l'avons re-sincérisé ici. Et je sais que le ministre de l'Agriculture travaille particulièrement à encore plus professionnaliser son ministère qu'auparavant, pour que les aides de PAC soient vraiment bien utilisées et qu'on ne rembourse pas 2-3 ans plus tard des aides indûment versées. Par ailleurs, il y a d'autres sujets au ministère de l'Agriculture, la filière bois, qui est un problème important, la façon dont est géré l'ONF, qui est une autre question importante. Voilà, le ministère de l'Agriculture, c'est une multiplicité de politiques publiques qui sont difficiles à appréhender, qui n'ont pas toujours été sincèrement budgétisées, et dont la complexité parfois des démarches administratives font qu'on ne les a pas toujours bien suivies. Donc je sais que Stéphane Travert et le ministère des Comptes publics travaillent très fortement à cette sincérisation. Nous ne devrions pas avoir les mêmes problèmes dans la loi règlement 2018 par rapport au budget de l'agriculture. Voilà pour l'audition de Gérald Darmanin, le ministre de l'Action et des Comptes publics, qui s'est donc exprimé hier après-midi devant les sénateurs de la Commission des Finances. Cela sur le projet de loi de budget et d'approbation des comptes pour l'année 2017. Vous aurez noté que lors de cette audition, Gérald Darmanin est revenu très brièvement sur son désaccord avec Bruno Le Maire sur une possible baisse des aides sociales en cas de baisse du chômage. Mais il a néanmoins réaffirmé ce désaccord. Vous pouvez toujours voir et revoir toutes les auditions sur notre site publicsénat.fr. Très bonne journée sur les chaînes parlementaires.